d'autre? Santé, quoi d'autre? Richesse, quoi d'autre? Prospérité, production de cacao, beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Polygamie. D'accord. Mesdames et messieurs, Majesté, tout grade ou alors tout protocole dû amplement respecté. C'est avec un immense plaisir que le Centre pour l'environnement et le développement et ses partenaires, j'ai nommé FUN, qu'on ne présente plus, je fais un coucou à Indra, FGDH, je crois que c'est Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Je fais un coucou à Maxime qui a pu finalement être là ce matin. Et Voice Coconut Network. Tout à l'heure, on aura le micro donne encore. Écho. OK. Donc, je disais que ce consortium était Donc, je disais que ce consortium était bien heureux de nous accueillir dans cette salle de réunion de l'hôtel Tungusis à Yaoundé à l'occasion d'un atelier dédié aux enjeux nouveaux, donc 2026, du RDUE et en lien avec les petits producteurs de cacao. Peut-être pour faire un peu d'histoire, il faut rappeler qu'il y a de cela 7 ou 8 mois, je crois les 17 et 18 juillet 2025 à Kribi, la plupart d'entre nous, nous avions la chance de nous retrouver dans un atelier consacré à la mise en application du RDUE. Et à cette occasion, nous avions également l'opportunité de revenir, d'explorer, d'analyser aussi les opportunités que cette mise en application nous offrait en tant qu'organisation de la société, mais en tant que petits producteurs également. Donc, je pense qu'on ne va pas revenir sur les grandes conclusions de cet atelier qui est la continuation, donc celui-ci est la continuation. Ceux que ça intéresse, le rapport, je pense également que à l'occasion d'Ibril, il est où? OK. Djibril avait fait aussi un excellent article dessus. Je pense que les liens sont toujours disponibles, Djibril. Donc, Djibril pourra également partager les liens avec les personnes intéressées pour revenir un peu sur les principales résolutions ou alors les outcomes de cet atelier. Donc, que l'on essayait de voir, de discuter du prix sur la déforestation, voir les différentes opportunités Donc, alors qu'on essayait de voir l'impact sur la déforestation et aussi les différentes opportunités offertes par ce règlement par lequel les pays consommateurs essayaient de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement tout en minimisant leur environnemental et social. Donc, on a un contexte qui a un peu changé, qui a un peu changé, et qui ne pas fait le développement. Le premier est le contexte. Néanmoins, on remarque une chose. C'est quoi? C'est que le RPUE, seulement de son existence, reste en lieu et important et reste en lieu déficient qui pourrait être mobilisé dans le cadre de plaidoyer des souhaits pour juste marché, mais aussi l'importance du cacao nous n'a pas vraiment changé. C'est à la lumière de ce qui peut être dit et de cette réalité où nous sommes. Rien faire. Rien faire.
Donc, il devrait permettre de faire ressortir les priorités pour la société civile, pour les organisations des producteurs, les groupes de syndicats, un consensus pour un plaidoyer unifié, harmonisé de ces personnes-là auprès des votateurs, des partis, et surtout des pouvoirs publics. Mais aussi, on a pensé qu'à côté, en plus de créer ce cadre de discussion, de faire c'est renforcer la collaboration entre les organisations, mais aussi renforcer les compétences à partir de l'échange de compétences. Parce que l'on remarque que déjà au niveau interne de secteur national, il y a beaucoup d'organisations qui mettent des initiatives qui peut-être de partager et laquelle expérience pourrait enrichir les personnes qui sont intéressées par cette chaîne. Nous, au-delà de ça, on s'est dit que ça peut être un peu plus simplement en ouvrant cette application avec les organisations qui travaillent sur ces questions, avec les réseaux qui sont en meilleure opportunité mondiale. Donc, la présence de FGTH, de FERM et de Voice pour les droits aujourd'hui fournit ce secteur. Donc, les ambitions affichées par les organisateurs sont assez claires, ça c'est la première chose. Et nous pensons que les objectifs également sont atteignables au regard de la qualité des acteurs qui ont répondu à notre invitation avec nous. Et nous disons donc merci pour mon exemple. Merci à chacun, voilà, d'être là aujourd'hui malgré les emplois de temps parfois chargés, malgré les accidents sur la route matin. Dieu merci qu'il n'a rien vu. Donc, merci à tous pour tous vos efforts. Merci à tous pour votre engagement. Votre présence témoigne de la mission. Donc, pour atteindre donc cet objectif, il y a des axes qui ont été prévus ensemble. Je nous invite merci à réexpliquer un peu ça. Donc, je pense que les premiers critères d'appliquer sur la participation, c'est la présentation des participants tout à l'heure. Mais de présenter aussi leur institution, de présenter leur intérêt ou alors leur attente par rapport à cette activité auxquelles ils participent. La pause café, elle a déjà été faite. On va pas montrer ça. Et on va continuer avec une mise en place de cette plateforme. Et si on pouvait discuter, et qui parlera des membres du secteur en 2025 et 2026. Ensuite, on aura quelqu'un qui va revenir un peu sur les raisons de ce report, les implications de ce report en qui est l'application du terme 2002. Ensuite, on aura Suzanne de Paul sur les web. Des tas discussions. Donc, elle va partager un peu son expérience, présenter un peu les autres, et surtout, proposer aussi expliquer avec chacun des participants pour voir un peu quelles pistes pour la production. Maintenant, on va, après ça, on va aussi s'appesantir sur les enjeux du commerce transfrontalier au cacao entre le Cameroun et ses pays voisins, en partant de l'exemple de la République populaire du Congo, à accepter là-dessus. Il va le mettre en intégrant France, un rapport FGDH et une discussion. Après ça, on va. Et je crois que à ce niveau, les petits producteurs seront mis en application. Surtout les défis, on reviendra sur les rapports de l'MIT. On reviendra aussi sur les rapports de GVA, transfert de la nécessité. Ensuite, on reviendra sur le rapport du capable sur l'efficacité et l'égalité aussi. Et on finira par le rapport de ce jeune sur le plan de ça, c'est les organisations. On ne peut pas peut-être en présentant le cadre légal et la capacité d'analyser par un partenaire financier et
Enfin, je crois que à la FAO, il parle un peu des perspectives de la production avec la société. Maintenant, il y a plusieurs champs ici. On a pas le temps, vous n'avez pas, mais on s'est dit qu'on devait dégager un peu de temps et un peu de temps à la prochaine histoire de aider déjà les femmes et les autres à se préparer par rapport à dans la session de demain. Dans la, là, il y a un brainstorming ça, il essaie déjà un peu la tête mûrie par rapport aux listes de nourrir, se prévoyer, étudier, les organisations de et les organisations porter à l'attention des partenaires financiers, mais surtout des, dans un contexte où de grandes instances de la politique, le Ghana aussi n'est pas, il y a une instance qui est dans le dispositif. Donc, ce que vous suivez, enfant, si vous n'avez pas de question, on va passer à la présentation. Donc, et on va sortir. Il est fini. Si le micro sera connecté avec toi. Oui, je vais penser le micro. Je ne sais pas si ça c'est bien. Écoute, écoute. Ok, ok, ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Célestin Tina Bior travaille pour Communauté Développement Durable en abrégé CODED, basé à Douala, donc je viens de Douala. Attends, c'est au finish de voir comment toutes nos différentes activités peuvent entremêler, euh, surtout pour cette année qui arrive et qu'enfin la société civile et les autres acteurs puissent avoir plus d'impact sur l'activité cacao culture. Bonjour.
Bonjour à tout le monde, je suis Kwan Rodrigue, je travaille pour l'ONG Sahel, ici à Yaoundé, puis j'assure le secrétariat du REPAC et le réseau pour la promotion de l'agroécologie au Cameroun. Et en termes d'attente, c'est vraiment de comprendre un peu mieux les dynamiques sur la cacaoculture au Cameroun, notamment à travers les différentes études qui seront présentées. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Alphonse Djam, producteur de cacao, PCA Kalipoka dans le département du Pameno. Je suis par ailleurs le représentant national de UNAPOCAM, Union nationale des sociétés coopératives Cameroun. Mes attentes, c'est beaucoup plus sur le report du règlement de l'Union européenne contre la déforestation. Je voudrais également savoir pourquoi le Cameroun respecte le règlement et le prix ne fait que chuter. On est parti de 6 000 francs, on se retrouve à 2 000 parce que le prix pratiqué de 2 300 n'existe même plus dans les coopératives. Je parle en tant que producteur. En dehors de ça, nous n'avions même pas de partenaires d'achat. Parce que les cacao même sont dans les coopératives. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les acheteurs pour le moment. Et de l'autre côté, le Cameroun, selon le règlement, est déjà fixé. Et la dernière fois, le ministre a convoqué une grande réunion pour présenter le manuel que les organismes ont travaillé dessus et les producteurs. Je voudrais savoir, est-ce que le CED est capable d'accompagner une APOCAM pour vulgariser ce manuel dans les coopératives et dans les peuples, les communautés et l'agence. Je pense que ce micro fonctionne mieux. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Cora. Par rapport à la baisse du cacao, je suis planteur. On ne comprend pas. Je ne vois pas la baisse du cacao. On a 6 000 à 2 000 francs. Mais bonjour à tous. Je suis Adongonga Moujaki, agriculteur dans l'arrondissement de Marassina, précisément dans le village Koura. Je voulais savoir pourquoi le planteur est le dernier manœuvre dans l'affaire cacao. Pourquoi le planteur ne peut pas taxer le prix de son cacao, plutôt c'est l'acheteur qui lui donne le prix. Merci, c'est ma préoccupation. Majesté Vendopounon, président du rectorat. Moi, je voudrais avoir une idée plus claire sur les enjeux et les défis des leaders des communautés cacaoyères face aux fluctuations du RDU et surtout la valeur marchande. Diane Tapimali, chercheur associée au Centre pour l'environnement et le développement et par ailleurs facilitatrice de la coalition foncière nationale. Bonjour à tous, mon nom c'est Indra Van-Kieswerken. Je travaille pour FERN, une organisation basée à Bruxelles. On travaille avec pas mal de partenaires ici au Cameroun depuis très longtemps sur la gouvernance forestière, mais aussi la conversion forestière, ce qui nous a amené à un combat par rapport à l'RDUE, de développer des réglementations pour arrêter la déforestation dans des milieux de forêt tropicale. Et donc, on travaille sur les cacao. Par rapport aux attentes, c'est surtout être à l'écoute, partager le partage et de mieux comprendre comment ce règlement peut être un levier pour le changement. Merci. Bonjour et à tous. Moi, je m'appelle Kengo Kweko Larissa. Je représente l'OSC Green Development appelé GDA. Mon attente ici, c'est de voir comment est-ce que les différentes actions des OSC pour mieux influencer en faveur des... Et bonjour à tout le monde. Je suis Bélibi Chrétien.
Je travaille pour Écosystème et Développement. EcoDev, nous sommes basés en Tui. Et c'est une organisation de la société civile. Ma préoccupation revient un peu sur les partis qui ont posé, n'est-ce pas, quelques réserves par rapport à la mise en application, du moins d'entrée en vigueur du RDE pour 2026. Il s'avère que la voix des pays producteurs d'Afrique, et parmi lesquels le Cameroun, n'était vraiment pas, on ne l'a pas perçu. Étant donc réunis ici dans le cadre, n'est-ce pas, de cet atelier de réflexion stratégique, quel peut être, n'est-ce pas, l'apport de toutes les parties présentes ici dans cet atelier pour influencer la prise en compte des droits des producteurs dans le cadre, n'est-ce pas, du RDE? Je suis médecin. Moi, mes attentes, c'est de voir comment la République et construit des synergies. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Madame Bézélé, Pangras Rosette, assistante d'administration à l'UNAPOCAM. Ma préoccupation, c'est par rapport au RDUE. Nos producteurs ont commencé à respecter les règlements, mais les prix, quand je reçois les prix chaque jour et que je renvoie au PCA lors des marchés, je reçois les insultes comme si c'était moi qui qui décidait de ces prix. Donc, en sortant d'ici là, il faut que j'ai au moins une réponse que demain, quand ils vont demander le prix, au lieu de recevoir les insultes, et je les explique que le prix que je vous envoie là, ce n'est pas moi. Voici. Merci. Ike kaka na tike ma sete kaka tene. Ima kwani kakali mama be puga kaka li tanti tankale inda kumbati aivi kono na etange ke ayene. Inga makpoko kunye yanke akono be kile akakali ke ma wewe ma ya chute moni boni akono ima. Merci de faire la traduction, Léry, s'il te plaît. Je suis Madame Eboutou. Je suis Eboutou Marie. Je sors de Mintom. Je suis femme PA. Je suis agriculteur. J'ai des champs de cacao. Et les décisions qui sont prises en ce qui concerne le cacao nous affectent directement. On se pose donc des questions surtout le fait que les acheteurs, parce que c'est avec eux qu'on gère, les acheteurs, au lieu de respecter parfois les prix homologués, ils arrivent chez nous, ils coupent. À un moment donné, ils nous font même du chantage. Ils font comme si pour eux-mêmes, c'est même à nous de l'appeler encore que pardon, viens donc prendre comme tu as décidé. Donc, je suis donc ici pour bien comprendre et pour que vous preniez des bonnes décisions, surtout
les décisions qui seront appliquées sur le terrain pour qu'il y ait une traçabilité, une visibilité, que si vous avez décidé 3 000 ici, vous... je suis Léris Yango, non? Je suis Baka. Je travaille pour l'Association des jeunes peuples autochtones du Cameroun, AJIPAC. Je suis le président national et je suis aussi agriculteur. Je cultive le cacao ou bien je plante. Je ne sais pas, vous allez choisir. Soit on plante, soit on cultive. Donc, mon interpellation en ce qui concerne la nouvelle réglementation de l'Union européenne, il faut d'abord féliciter cette initiative. Est tellement salutaire par rapport à nous les producteurs de cacao et surtout à nous les jouisseurs de la forêt. Parce que c'est une réglementation qui réglemente le cacao et en même temps qui a un impact positif sur la préservation de nos forêts. Étant donné que nous sommes les peuples de forêt, nous voyons cette réglementation de deux côtés, c'est-à-dire ça présente double avantages chez nous, de forêt et aussi la réglementation, l'harmonisation, la mise en œuvre d'une bonne politique de gestion au niveau. Je vais donc terminer avec mes attentes. Je veux que lorsque le prix est donné au niveau national par les ministres et d'autres décideurs, s'il vous plaît, qu'on adopte un système qui consiste à appliquer le même prix sur le terrain. Parce que le mot coxeur, c'est-à-dire que lorsqu'on entend le mot coxeur, c'est-à-dire que ça nous donne pas la joie vraiment. Le prix de 5 000, on arrive, on dit que c'est 1 800. Et il est seul dans un village. Vous allez lui faire quoi? Il porte l'argent. Nous, on veut l'argent. Donc, s'il vous plaît, prenons des décisions de façon à ce que le prix que le décideur a décidé, a prononcé, que le petit producteur qui est dans les fins fonds du village, dans les forêts enclavées, qu'il puisse bénéficier de le même 75% du prix qu'on a donné. Je suis Baka, je sors de Mintom. On m'appelle Wolo Ferdinand. Je suis très honoré d'être ici parce que je suis agriculteur. Plus précisément, je fais dans le cacao. Et lorsque j'ai le privilège de discuter avec les Mbengbe, Mbengbe veut dire les plus grandes personnes, j'ai en face de moi les décideurs, ceux qui ont des voix qui portent. Je suis très honoré par rapport au fait que les décisions qui sont prises en ce qui concerne le cacao, nous sommes négativement affectés par ces décisions. Parce que je n'ai plus d'autres activités, ce n'est que mon cacao. Je n'ai pas fréquenté comme vous
mon école, c'est le cacao. Et lorsque le cacao, on nous laisse croire que c'était déjà à 5 000 et du jour au lendemain, c'est déjà à 1000 quelque chose. Ça, c'est le prix du village. C'est pour cela que je parlais ici du prix. Il a insisté aussi sur le prix. Le prix qui est ici, ce n'est pas le prix du village. Le prix du village, même, c'est plus pire, que ça peut même énerver les ministres. Donc, au sorti d'ici, s'il vous plaît, mes parents, il a dit, Baba Léo, donc il faut que je sois fidèle à ses paroles. Il a dit, mes parents, je vous en prie, venez au secours, parce que à faire du prix du cacao, ça nous affecte. Lorsqu'on nous, même si on nous dit, même si on nous dit que le prix de cacao est à 500 tout à l'heure, nous allons vendre. Parce que nous, on va faire quoi avec le cacao? On va bouder, on va vendre. Donc, s'il vous plaît, prenons les bonnes décisions que dans les prochains jours, que notre activité soit rentable et que nous tous nous puissions bénéficier de manière équitable les produits issus de l'exploitation cacaoyère. Bonjour à tous. Je m'appelle Giovanni Ngamba. Je suis responsable communication au sein du Centre pour l'environnement et le développement, CED. Et aujourd'hui, moi, je viens justement pour en savoir plus par rapport à la nouvelle réglementation sur la déforestation de l'Union européenne et justement son impact auprès des petits producteurs. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Gouvet, je travaille pour le Centre pour l'environnement et le développement. Bonjour à tous, Muriel Etondé, c'est mon nom, je travaille au CED. Bonjour à tous, je suis Charles Ebe, étudiant en communication et stagiaire CED. Good morning to all. My name is Dikung Fu. I am a student who specializes in environmental management and sustainability. I am a student who specializes in environmental management and sustainable development. I am here under the banner of the NGO Center for Environment and Development. Thank you. Samuel Guifo du CED. Bonjour à tous, je suis Israël Menodji, doctorante en droit international humanitaire. Merci. Bonjour, je suis Guigui Ipafran, stagiaire de CED. Bonjour, moi c'est Madi Bayal, pour le Centre de l'environnement. Ça me Flavien. Moi, ça me Flavien. Bonjour à tout le monde, moi c'est Cladel Tidou, je travaille pour le Centre pour l'environnement et le développement. Et moi je récupère le micro. Je ne sais pas, on va vérifier si Suzanne est en ligne. Est-ce que Suzanne est en ligne? Hello, Suzanne, can you hear me? Hello, Suzanne. Hello, Suzanne. Can you hear me? Can you hear? Hello. Hello, Suzanne. Hello. Yes. Can you hear me? Can you hear me too? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. I'm Diane Tapimali. I'm the one facilitating our workshop today. And looking at an entry point should be the introduction of each participant. So you're going to briefly introduce yourself, also present your organization and the application for the workshop in 2 minutes before we come back to you for your new presentation.
Okay. Thank you. Okay. All right. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Suzanne Yemidi. Je suis responsable de partenariat stratégique au réseau Voice Network. J'ai très heureux d'être avec vous. Je vous souhaite un bon atelier. Merci beaucoup. That is all the French that I have for now. Suzanne, actually, yes, we are going to move house for the family picture and yes, come back for the penalization. You should not wait for the next steps. I think Giovanni will stay in touch with you, and maybe he could also send a reminder when your session is closer. Does it work for you? Okay. Yes, it does. So I would also have my family photo right now, taking a photo of the screen. Yes. Thank you. Where are you from? Where are you from? I am based in Accra, Ghana. Okay, Accra, Ghana. Is it okay? Okay. Donc, je pense que quand on a passé cette phase, Giovanni, quelles sont les dispositions à prendre autour de la photo de famille? On dirige. Et peut-être avant de prendre la photo de famille, peut-être que tu peux donner quelques indications par rapport aux informations qui sont à l'entame du blog note. Ok. Je te laisse faire ça, c'est ton job. Merci. Je pense que les participants ont reçu le blog note qui a été produit pour cet événement. Et si vous regardez la première page, vous allez voir un QR code qui vous donne accès à la chaîne WhatsApp du CED. C'est très important de s'abonner à cette chaîne parce que la poursuite des activités se fera uniquement sur cette plateforme-là, notamment la diffusion du rapport sur le genre et le cacao. Donc, si vous êtes abonné, vous recevrez directement le fichier dans votre téléphone. Donc, les étapes pour s'abonner sont sur la première page de couverture. Et si jamais vous avez des problèmes avec le QR code ou avec votre téléphone, nous sommes à votre disposition pour vous assister. Merci. Les dispositions pour la photo de famille. Pour la photo de famille, on peut se placer ici. Ici. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Non, dans la salle, étant donné qu'à l'extérieur, il y a un chantier et ce n'est pas possible. Merci. S'il vous plaît. Oui. Mais si les gens sont ici, je suis sûr que ça va aller.
S'il vous plaît, sans exception, sans exclusion, sans discrimination. C'est super inclusif et participatif. Ça va avec le futur de la politique. C'est bon comme ça. Il faut décaler. Ça va? Comment on dit cacao? Cacao. Amberno. Cacao. Vez. Cacao. On est fatigué par filmer. Et partager. Et là aussi, à notre proche. Là aussi, là-bas. Sur les mêmes conséquences, sur les The last one, ça va? Dis oui, il n'y a même pas sur la photo. Sur la photo, alors. C'est bon. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Best. Non, le cacao. Pendant ce temps, Christian se prépare pour sa présentation.
S'il vous plaît, nous sommes invités à nous. Indra, s'il vous plaît, nous sommes invités à se rendre sur place. Donc, peut-être aussi un titre de rappel, quand vous sortez de la salle, les toilettes de fois que la première porte est ouverte à votre droite en sortant de la salle. Voilà, merci. Voilà, pour ce qui, en ce qui est notre agenda, la photo de Sabine, chose faite. Maintenant, il faut peut-être rentrer dans le vif du sujet et aborder des choses un peu sérieuses. Et pour ce faire, on a une session qui englobe deux présentations successives. La première sera faite par Christian Roubert du CET et qui va revenir un peu sur les grands développements du secteur du cacao au Cameroun en 2025 et présenter quelques perspectives pour l'année 2026. Et ensuite, peut-être on va ouvrir la discussion pour que voilà, chacun puisse apporter son expérience, faire un peu ses écoutes par rapport à tout ça, pour que l'on sorte de là avec quelque chose de plus consistant. Après Christian, ou alors pendant que Christian s'appelle pour sa présentation, il va aussi devrait s'apprêter parce que juste après Christian, elle va présenter le même sujet, mais sous l'angle de l'Union européenne. Donc, Christian, si tu es prêt, là, devant les prochaines minutes. Tu te places devant. Une place, ouais. Est-ce que le micro fonctionne? Tu prends le micro. Eugène. Essaie un peu de taper. Bonjour à tous. Je suis Christian Mauvais du CED et je vais présenter comme ça quelques grands développements du secteur du cacao et quelques perspectives en 2026. Alors, globalement, nous pouvons dire au niveau des acteurs, nous avons observé en 2025 une dynamique des acteurs relativement contrastée. Avec une augmentation des exportateurs, nous sommes passés de 47 exportateurs en 2025 contre 30 en 2024. En 2025, on a enregistré 10 sociétés de contrôle de qualité. Nous avons aussi observé une transformation industrielle en constante progression. 5 unités avec l'entrée de l'Africa Processus et l'Atlantique marché du cacao. Nous avons observé une transformation artisanale en régression. 33 promoteurs sur la campagne 2024-2025 contre 40 au niveau de la campagne précédente. Le cacao d'origine camerounaise est de plus en plus porté à l'international. Nous avons enregistré 45 clients internationaux contre 26 sur la campagne précédente. Nous avons aussi observé un secteur bancaire qui développe un intérêt croissant pour le risque cacao, avec 15 banques sur la campagne 2024-2025 contre 12 sur la campagne précédente. Sur 2025, nous avons observé une production historiquement élevée et labellisée. 311 728 tonnes de cacao déclarés en achat par les opérateurs, dont 109 305 destinés à la transformation industrielle et 202 423 tonnes à l'exportation. Il faut noter que sur la campagne précédente, on était aux environs de 280 000 tonnes. Nous avons aussi observé que le cacao camerounais a été labellisé
accompagné beaucoup par l'IGO, l'Organisation internationale du cacao. Une autre tendance forte du marché du secteur du cacao en 2025, c'est l'élargissement significatif des destinations d'exportation de cacao. Naturellement, on a observé une consolidation de la destination Europe avec 79,65% des exportations de cacao et les Pays-Bas se taillent toujours la part du lion avec 44,35%. Nous avons observé une expansion notable vers le Nigeria. Nous sommes passés de 699 000 kg achetés sur la campagne 2023-2024 contre 2 100 000 kg sur la campagne 2024-2025. La destination Asie se structure progressivement avec 18,91% des exportations. Sur 2025, nous avons observé une structure des prix fluctuantes. Au début de la campagne, on était encore dans la mairie de 2024 avec un prix oscillant entre 6 000 et 6 300 francs le kilogramme. Et nous sommes aujourd'hui à 2300. Alphonse parlait de 2000 bords dans certaines localités. Alors, nous avons observé aussi des efforts de mise en conformité soutenus des acteurs de la filière aux exigences de durabilité. Le CEF programme a été lancé par la team Europe Initiative et d'autres partenaires. Nous avons observé au niveau du CICC le lancement d'une initiative de géolocalisation des parcelles des petits producteurs avec l'appui du gouvernement, avec des résultats relativement mitigés. Nous avons observé des consultations des acteurs clés du cacao par EFI à l'effet de finaliser l'élaboration du manuel de l'égalité du cacao durable au Cameroun. Nous avons observé le développement d'un outil de diligence raisonnée qui a été lancé en décembre par le MINADER. Quelques OSC se sont engagés dans l'observation et l'évaluation de la conformité des grandes entreprises au RDE et leur impact sur les petits producteurs. Quelques OSC camerounaises se sont engagées aussi à participer aux efforts de plaidoyer pour un cacao durable au niveau international en adhérant, entre autres, au Voice Network, c'est le cas de GDA, de Sinapa, Tram et d'autres. En 2025, le Cameroun se présente comme un acteur stratégique du cacao. Nous notons globalement une production en hausse, des profils de producteurs diversifiés avec des femmes, des peuples autochtones, une transformation locale en progression, une hausse des dynamiques commerciales transfrontalières, notamment avec le Nigeria, la République populaire du Congo, et des initiatives de conformité au RDE en cours d'approfondissement. Ce qui met les petits producteurs de cacao face à 3 dilemmes en 2026, selon moi. Le premier, c'est produire plus. Le second, c'est protéger les forêts. Le troisième, c'est se conformer dans un environnement de précarité. Cet exposé comporte naturellement de nombreuses lacunes. Les contributions des uns et des autres sont attendues afin qu'ensemble, nous poussons sur le mur photographique du secteur du cacao au Cameroun proche de la réalité. De votre bien aimable attention, je vous remercie. Merci Christian pour cette brillante présentation. Merci ce que vous avez fait dans le temps. Puis également content de vous sortir. Voilà, à la suite de la présentation de Christian. Je pense que les producteurs qui sont dans la salle, les organisations aussi, doivent avoir des données, des informations à compléter pour enrichir voilà, la présentation initiale de Christian et pour contextualiser un peu plus parce que en fonction du secteur dans lequel nous nous trouvons, forcément, on a toujours des petits ajouts à faire et tout ça. Donc, la parole est à qui de la prendre. Et en attendant, Christian, moi, j'aurais une seule question pour toi. Voilà ce que de tous ces chiffres qui ont été présentés dans les premières diapos et qui renseignent sur les différentes dynamiques qui ont été présentées. Ça, c'est ma question. Je ne sais pas si les autres participants ont des observations, des ajouts. C'est intéressant. Super.
En tant que propriétaire, moi, je serais intéressé pour plus d'ajoutation et en tant que des conseils. Nous, petits producteurs, à force d'entendre l'Union nationale des sociétés coopératives. Donc, j'étais disant que les petits producteurs que je représente en politique, c'est pour cela que je le Cameroun a choisi le CCT comme le partenaire officiel à géolocaliser des parcelles. Malheureusement, ce travail n'a pas été bien fait sur le terrain. En dehors que ça n'a pas été bien fait, aucun producteur au Cameroun n'a vu ce passer de travail. Et c'est quelque chose qui nous arrive. On ne peut pas géolocaliser une plantation sans faire par conséquent, au lab, aussi cacao et bien d'autres considèrent nos plantations comme si c'était la restauration. Donc, nous, petits producteurs, nous avons les prix. Et puis, nous souhaitons que c'est en compte la vie des producteurs à ce que chaque ait ses propres. Autrement dit, on nous deviendront désormais des ouvriers des achèteurs de cacao. C'est quand ils viennent sur nous, ils viennent se localiser, ça devient des superficies. Et c'est avec ces superficies qu'ils donnent aux partenaires et ils déposent des contrats. Et quand ils déposent des contrats, c'est le distribuer. Donc, nous voulons que ça change et rendre compte à l'intégration. Maintenant, le règlement de l'Union européenne qui met en loi en application quand c'est vrai le gouvernement, nous, ça fait pas également cette loi parce que nous avons les transformants sociales. On peut être en respectant le règlement. Respecter c'est que le travail en part de symboliser et maintenant multiplier les efforts dans les mêmes facettes. Si on fait et que le prix change, ça veut dire que c'est un peu pouvoir me casser dans la forêt pour avoir des points. Je reste là, il faut éviter. Par exemple, 1 kg de cacao, si il est à 10 millions, une commune est à 6 millions. Donc, en 2 coups, je dois encadrer ma famille. Mais moi, je fais des familles de 10 enfants qui, avec les 5 États, le cacao, 2 000 francs ou 1 500 le kg, est-ce qu'il va s'en sortir? Ça risque de pousser à continuer à dévoiler les prix pour augmenter. Donc, par conséquent, nous faisons appel à cela en respectant le règlement qui va contre notre différence qui est et la domination, la journalisation qui est notre appel. Super, je pense quand même que ça mérite des applaudissements. Beaucoup de personnes ont écouté. D'accord. Ce que je trouve de votre participation ou alors de votre présentation, c'est que voilà, il y a cette injustice sociale et peut-être aussi économique entre les producteurs et les producteurs, je vais le dire comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la chance de vous avoir ici, parce que les solutions pour les problèmes des petits producteurs ne peuvent être trouvées sans les petits producteurs. Donc, ensemble, on va réfléchir pour pouvoir construire un plaidoyer à vos ressources sur ces questions-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention, une question? Des adjoints, des remarques? Merci beaucoup à Christian pour cette contextualisation. J'ai une question en réaction de notre intervention. Vous avez dit qu'une des préoccupations clés, c'est l'accès aux données et la propriété des données par vous. Vous avez une idée combien de petits producteurs ont actuellement accès à ces données? Ou est-ce qu'il n'y a pas cette inclusion dans le système de sécurité, il n'y a pas du tout un accès à ce problème? Ou est-ce qu'une partie Aucun. Ça le mérite de vous dire. Est-ce qu'il y a une autre intervention?
Larissa, j'ai aussi une question pour Alphonse. C'est vrai que nous n'en parlons pas particulièrement. Comme ils ont décidé de mener une campagne de révolution des parcelles, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont recommencé la géolocalisation de la ligne parcelle pour les autorités sont passées? Est-ce qu'ils sont en train de mener des activités de géolocalisation dans des parcelles qui ne sont pas encore été géolocalisées? Puisqu'il y a eu, comme on dit, chaque producteur, s'il y a peut-être 4 opérateurs, les 4 opérateurs vont donner géolocalisation. Est-ce qu'ils doivent harmoniser les données? Est-ce qu'ils sont en train de faire, de recommencer à zéro? Je sais que c'est pour répondre à cette question, à réduire les données, sauf qu'ils n'ont pas atteint. Oui, la liste de CICC a réduit la géolocalisation où ils sont passés. Où ils sont passés, ils ont la localisation. Il faut noter que chaque producteur a une qui va expliquer, ça va être y compris le CICC. Sauf qu'ils n'ont pas atteint le quota. Mais maintenant, le CICC, puisque l'État l'a porté, a été écouté, et là où ils ne sont pas passés pour c'est activé, nous payons, je vais dire quoi, le bilan, c'est là. Mais je ne sais pas une viabilité, parce que d'autres se plaignent encore. Une autre intervention, Martin? Merci. Ma question est également. Nous avons donc cette idée comme ceci. J'avais une organisation. C'est la question est celle-ci. Je sais le résultat. Est-ce qu'ils ont déjà corrigé? Si quelqu'un est intéressé par cette problématique, c'est-à-dire qui a la capacité de projeter le capacité du passé dans une disponibilité. Est-ce que ces données, la commission de il y a un problème, c'est je pense que Christian, on peut te donner la parole pour les informations. Ok, excuse-moi un peu. C'est tout mêlé. Ça, c'est langage ici. C'est pas les bons de l'industrie. Mais c'est pour qui le producteur a quelque chose. Mais pour quand le producteur de ça, on remet que 50, ça ne va pas laisser. Si la plateforme, je ne suis pas une famille. Moi, en tant qu'une dans ce que je veux, je peux donc financer mes propres données en tant qu'organisation de producteurs. Si on finance mes propres données, je veux fichier le producteur. Qu'est-ce que le fichier de producteur? Qu'est-ce que je veux localiser? Je pourrais négocier le contrat d'achat de Bagao à partir de. Parce que mon Bagao est traçable. Les autres, c'est respecté. Tant que ce n'est pas fait par le producteur, ils vont toujours passer par les acheteurs et ils vont toujours nous vous savez, on ne va toujours pas gagner les 5% de nos revenus. Donc, notre plantation devient. Par contre, si nous tous, on s'est réunis, on décide de mettre les moyens, on va organiser nos propres données, on met ça sur une plateforme dans notre organisation, ça devient pour nous. Le CICC va respecter parce qu'ils étaient parce qu'ils nous sommes liés au bonheur. Mais sauf que ces données, on ne peut pas les exporter, je ne peux pas les défendre. Si j'ai le même partenariat, par exemple, avec un groupe qui va acheter mon parcours, il va me demander, tu as fait ce potentiel.
Il y a combien de producteurs? Quel superficie? Parce que son problème, c'est d'avoir la superficie. On maintenant la production qu'on peut avoir par hectare. Maintenant, je ne peux pas les donner. Je ne peux pas avoir qu'est-ce qui justifie que j'ai 5 hectares ou 10 hectares et que je produis 5. Je n'en ai pas. Mais on me met un truc comme ça. Je vais piquer tout. Que les informations sortent. Je vais finalement déjà, on peut me tromper, on peut me manipuler comme on veut. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est ça que je peux. Yes. Et ça, je dis quelque chose. Donc, c'est celui qui produit une question là. Oui, je pense que tous les clients qui ont été adressés au CICC suite par la personne la mieux indiquée pour parler au nom du CICC. Mais je vais quand même dire quelque chose sur la géolocalisation. La géolocalisation est une exigence du RDU, notamment l'exigence de raisonner les exportateurs et les commerçants, c'est-à-dire ceux qui mettent le produit sur le marché européen. Mais il faut dire que le RDU impacte indirectement les petits producteurs dans la mesure où la traçabilité qui est requise de la part de ces exportateurs et commerçants peut entraîner une certaine exclusion des petits producteurs. De façon très simple, l'exportateur qui met le produit sur le marché européen, on va prendre le cas d'Hollande ou de tel cas, c'est lui qui doit apporter la preuve au niveau de l'autorité européenne de ce que son produit est traçable. Et entre autres, il doit justifier de ce que la parcelle sur laquelle le cacao a été produit n'a pas contribué à la déforestation avant la date charnière de décembre 2020. Donc, la géolocalisation, Alphonse, ce n'est pas le petit producteur qui doit apporter la preuve du côté durable de sa parcelle. À charge à l'exportateur de le faire. Et les exportateurs, chacun a demandé son système de traçabilité. L'initiative du CCC, pour ma part, à mon avis, possède d'un souci d'harmonisation. C'est un effort d'harmonisation que les administrations et certaines parties prenantes essayent de mettre en place pour avoir un système un peu plus inclusif, un système durable et un système où tout le monde se retrouve. Diane, je vais finir par la question que tu m'as posée. J'ai travaillé avec les données de l'ONCC. Je m'en excuse parce que je n'ai pas précisé ça dans le document qui vous a été présenté. J'ai aussi travaillé avec les données de l'ICO et la presse spécialisée camerounaise, la presse économique spécialisée camerounaise. Voilà ce que je fais. Merci. On est en train d'essayer. Donc, votre cas, chaque carte a un QR code et ce qu'on nous raconte, c'est que le QR code, avec chaque téléphone, on peut regarder toutes les données, le nom, les parcelles. Mais vous avez tout à fait raison. Chez aucun de nous trois, ici, ça fonctionne. Il n'y a aucune donnée qui s'affiche. Donc, il y a un grand décalage entre la réalité et ce que les CCC expliquent. Donc, c'est assez important. Oui, moi, j'ai juste accès à la liste des exportateurs de cacao. Est-ce que c'est un autre système? Et peut-être pendant que on termine la liste de modalités, tu vas te préparer pour ta présentation. Je parle c'est le même sujet, mais le contexte est différent. Et quand le développement du secteur du cacao dans l'Union européenne et les perspectives pour l'année 2022. Donc, Indra, si tu es prêt, 10 minutes pour ta présentation et après, on fera de même, on discutera.
Oui. Bon. Merci beaucoup. Il faut allumer. Ok, parfait. Donc, oui, il y a deux volets. Il y a ce qui se passe ici au Cameroun, un pays exportateur qui exporte son cacao. Et de l'autre côté, il y a ceux qui reçoivent et qui ont développé ce RDE depuis très longtemps. Donc, l'idée de cette RDE, c'est de développer un règlement qui assure à ce que le produit qui est placé sur le marché européen soit sans déforestation et n'est pas entaché par la dégradation forestière et le produit est produit de manière légale. Mais où est-ce qu'on va? Quel est l'état des lieux actuellement? Vous avez tous appris via la presse ou via d'autres canaux que ces fameux règlements qui est sur notre radar depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que les ONG et d'autres acteurs poussent pour un règlement qui assure cette égalité et la déforestation. On a vu une adoption du texte en 2023, donc ça fait déjà plus de 2 ans. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe exactement depuis juin 2024 et quelles sont les recettes? Voilà. Donc, l'idée, c'était adopter un texte et ça implique beaucoup de temps, beaucoup d'argent qui se sont passés. C'était un instrument qui cadre dans l'agenda de Valère de l'Union européenne, de l'époque, qui était porté vraiment par la Commission, etc., en disant, nous, en tant qu'Union européenne, on va faire quelque chose pour adresser la déforestation dans le monde, parce que l'empreinte de l'Union européenne est énorme sur la forêt tropicale, notamment au pays, ici au bassin de Congo, etc., à travers cette déforestation exportée ou importée, et on veut faire quelque chose là-dessus, qui ont produits, donc les 7 produits qui sont sujets de ce règlement, c'est notamment le soja, le cajou, la paix, le cacao, le bois, le huile de palme, le bœuf. J'en oublie peut-être, il y en a 7. Tous ces produits doivent être récoltés produits de manière légale et ne peuvent pas constituer une déforestation après 2030. Donc, le top of date, c'est la date c'est 2030. Donc maintenant, il y a eu pas mal de discussions. On sait que l'année passée, vers l'année 2024, à la fin de l'année passée, on a décidé de remettre dans le règlement de Benetton en vigueur le 1er janvier 2025. Fin de l'année passée, on a discuté, on est après, etc. Les pays producteurs ont dit qu'ils ont aussi de temps, mais surtout les sociétés ont eu plus de temps. Et petit à petit, aussi à l'intérieur de l'Union européenne, il y a eu des fois des pays clés comme l'Allemagne, mais aussi les pays scandinaves qui ont dit oui, mais ce règlement, ça fait aussi sur nous. Et donc, pas seulement c'est des règles pour les externes, hein, mais c'est aussi ce papier à nous. Et nous-mêmes, on n'est pas prêts. Et c'est surtout le secteur du bois européen qui s'est réveillé et qui en fait a commencé une campagne de affaiblir la règle. Entre-temps, il y a eu des échanges avec les pays producteurs, l'Indonésie, aussi les pays africains, etc. Et au début, ils étaient très contre. Et maintenant, ils ont compris que finalement, c'est peut-être un plus de préserver la forêt, d'être peut-être mieux équilibré pour les produits et la traçabilité, c'est quelque chose. Si on veut aussi garder des forêts intactes et pas avoir des impacts énormes sur le champ politique, peut-être c'est pas aussi mauvais. Donc, on a 2 voies dans pas mal de pays producteurs qui hurlent que ce règlement, c'est la décolonisation, la colonisation, etc. En même temps, ils se préparent. On a vu ça avec pas mal de pays en Amérique du Sud. Donc, le Brésil, la Colombie, ils ont hurlé. En même temps, ils ont fait tout pour être les premiers d'avoir des systèmes de traçabilité top et
à l'intérieur de l'Union européenne. Et voilà, l'année passée, même scénario, vers septembre-octobre, après les vacances, il a commencé à faire une campagne pas possible de vouloir affaiblir l'UE et de demander. Là, la raison, parce qu'il pourquoi, c'est la commission a annoncé, donc ça c'est la version officielle, on n'est pas prêt, nous-mêmes, vous savez, les données doivent être uploadées, téléchargées dans ce système informatique de la commission, et ce système, elle a été sujet de tests et ces tests n'ont pas bien marché. Et donc, leur système n'a pas de supervision. Et à côté de cette raison officielle, il y a aussi pas mal de bousculades politiques. Et comme vous savez, la commission a changé. La commission qu'on avait, qui était le promoteur de ce Green Deal et qui voulait aussi faire des partenariats avec des pays riches en urbain, cette commission-là, elle a changé de tactique, d'approche de politique. Et de moins en moins, on veut un agenda vert. Ce qu'on veut, c'est une approche plus extractive. On s'en fout un peu du changement climatique et aussi de l'effort vers les autres. Et donc, cette commission, soutenue par un Parlement qui est aussi plus conservateur, a dit en fait, c'est très compliqué, ça va être compliqué non seulement pour le secteur des forêts de forestiers européens, mais aussi des agriculteurs européens. Parce que vous avez une vache qu'on mange chez nous, elle ne mange pas notre herbe. Parce qu'il n'y a pas assez de place en Europe. Et donc, cette vache, elle mange surtout du soja provenant du Brésil. C'est pour ça qu'on a du bœuf ça a une empreinte énorme. C'est pas seulement c'est parce que la vache, elle mange aussi le soja du Brésil et qui a détruit la forêt. Et beaucoup d'agriculteurs, souvent subventionnés par les États, mais aussi très dépendants des grandes industries, qui en fait obligent le secteur ou l'agriculteur européen d'investir dans les grosses machines et de développer, faire une agriculture industrialisée. Et donc, ça pousse l'agriculteur en Europe à faire des investissements énormes, mais d'endetter aussi énormément. Et donc, s'il doit aussi faire le compliance de l'UE, il craint que je vois ce qui s'est passé, mise en œuvre fin décembre 2026 pour les grosses sociétés, les petites et moyennes entreprises ont jusque 2027 pour être conformes. Ça ne veut toujours pas dire que en fait, son principe RDE est déjà en vigueur, vous faites pas mal de mesures et autres, mais l'application directe de ces sociétés a été mise. Qu'est-ce qu'on a fait en plus? Sa application, les opérateurs en aval, downstream operators, ils doivent que soumettre une déclaration d'intelligence réservée. Ils ne doivent plus le faire. Une partie des sociétés ne doivent plus faire cette obligation. Et donc, il y a pour les petites et moyennes entreprises, les opérateurs, il faut une déclaration ça. Prochaine. Il y a certains produits qui ont été exclus, comme les livres, les journaux, et ça c'est important pour le futur. Et on a fait l'examen du RDE. Et là, c'est la première. Et sur la légalité, on a fait que tout ce qu'on a gagné, comme protection des droits des autochtones, etc., peut-être que c'est trop compliqué et on va alléger les conditions. Qu'est-ce qu'on va faire lors de cette réadaptation ou pré-examen? C'est un peu absurde. Donc, on va réévaluer un règlement qui n'est pas encore mis en application. C'est absurde. Mais bon, donc on va essayer de diminuer la charge administrative, en particulier pour les petits producteurs. Quelque part, ça peut être aussi pour les petits producteurs, c'est au niveau. On va aussi examiner les moyens de remédier aux problèmes et développer des lignes de maîtrise. Voilà,
il y a une inclusion dans certains produits de instant transition, le café en poudre, des dérivés de d'épargne comme le savon, ça va être inclus, mais voilà, le cuir risque d'être exclu et il y a l'autre énorme de l'Italie, par exemple, les grands producteurs de cuir pour les sacoches, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette revue, c'est un moment clé. On a peur pour pouvoir lire le texte, mais en même temps, il y a la commissaire en charge de l'environnement qui porte ce règlement qui a dit que nous n'avons pas de questions, qu'on n'est pas favorable à réouvrir le texte. On veut, c'est maintenant l'heure de la vérité et de l'heure de l'action. On veut la mise en œuvre en 2026. Et on va faire cette révision, qu'elle soit successful, qu'elle soit une réussite. Je pense que beaucoup disent ça donne un peu plus de temps pour les acteurs ici de se parler, mais on continuer dans cette lancée. Ce n'est pas qu'à la fin, on aura plus de règlement, on est encore très confiant qu'on garde un règlement sur les rails. La société civile, je crois, travaille en équipe très fort pour limiter les dégâts, mais en même temps, on continue à utiliser ça comme allez. On a eu la semaine passée une réunion avec un acteur. Il y avait différents partenaires de la Côte d'Ivoire, aussi de la musique, pour partager un peu leur vision. Si c'est partage de la Côte d'Ivoire, c'est très important qu'on continue de travailler sur la traçabilité. Et pour moi, c'est important de justement assurer cette inclusivité du producteur dans le système de traçabilité, qui assure aussi plus de propriété et de autonomie. Ça, c'est un levier important en Côte d'Ivoire. Et surtout, ils veulent soutenir et voir une certaine traçabilité nationale. Donc, je pense que toutes les sociétés passent un peu tout à leur sauce, mais qu'il y a un système clair, transparent, national. Et qui a bien des coopératives, ça c'est aussi un levier important. Voilà, et on ne voudrait pas éviter aussi que la déforestation va contaminer aussi, causée par d'autres conflits qui ne sont pas sur cette liste. Et en fait, qu'est-ce que le RDVA nous a amené jusqu'à présent? Dans les 3 pays, 3 régions, nous disent ça nous a permis de mettre les yeux sur les mêmes problèmes, y compris le qui sait que la RDVA ne va pas réglementer tout, mais que c'est un peu un levier pour avancer. Et on voit quelqu'un qui écrit là-dessus. Donc, on va en discuter en là. Et aussi, ça a créé des cadres de dialogue pour expliquer qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi les problèmes que vous trouvez, les choses qui. Voilà, je vais en entendre. Désolée pour être trop long. Voilà, et on peut essayer de répondre à nos questions. On en a beaucoup. Merci, merci pour oui. Merci pour l'exposé. Et ce qui a retenu mon attention, c'est déjà la possibilité de revoir le texte. Non, c'est pas ça. Disons, de réexaminer. C'est justement pas ça. Non, en fait, il y a une évaluation de l'application, mais on a la crainte que ça va être servi de réouvrir le texte. Quelque chose qui n'est pas fait, c'est ce que les commissaires disent. On ne peut pas réouvrir le texte, mais on connaît aussi la réalité politique. C'est un risque. C'est un risque. Non, il y a une possibilité de réévaluation de 31 avril 2026. C'est ça, mais ça.
des réévaluations et une simplification. Peut-être tu peux remettre le... Réexamen. Non, oui, donc, non, tu étais sur la bonne. Oui, c'est là. Donc, réexamen, donc une évaluation de la charge administrative et le moyen de remédier. Mais techniquement, ce n'est pas réouverture les textes, c'est de prévoir des guidelines et donc qui vont soutenir des documents de mise en application pour faciliter la mise en application. Mais ça ne veut pas dire que d'office, on va réouvrir le texte. Donc, on va évaluer quelle est la charge et qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier, pour diminuer la charge administrative. Donc, dans la pratique. Et ça va se faciliter, enfin, ça va techniquement se traduire à travers des FAQ, de Frequently Asked Questions and Answers, et des guidance. C'est ça que la commissaire propose. Mais la crainte, c'est qu'on va carrément réouvrir le texte, quelque chose que beaucoup d'acteurs, y compris la société civile qui a milité beaucoup, ne veut pas. Non, pas seulement. Dans son ensemble, donc ce travail, c'est certainement pas seulement un travail qui a été fait par des organisations européennes, mais c'est aussi des organisations des pays producteurs, y compris l'Indonésie, ici au Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres. Donc, qui aussi disent, voilà, je vois des rires, donc je pense qu'il y a quand même peut-être une société civile ici au Cameroun qui propose